Donc on parle aujourd'hui du lupus systémique de l'enfant. Donc je commence par le système immunitaire. Donc on a tous cette idée du système immunitaire qui est là finalement pour nous protéger de tout ce qui ne va pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un rôle très principal du système immunitaire. Un des rôles importants du système immunitaire, c'est vraiment la tolérance de soi et c'est une des choses donc qui est complètement brisée dans les maladies auto-immunes. Donc en gros, il faut vraiment une balance parfaite entre la tolérance et la protection pour être en bonne santé. Et s'il y a une de ces balances qui est atteinte, bah, finalement, on va être plutôt susceptible d'avoir des infections, des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires. Donc, quelques généralités. Donc, une maladie systémique, c'est une maladie qui touche plusieurs systèmes ou et organes. Une maladie auto-immune, c'est vraiment une maladie qui est liée à une présence d'auto-anticorps. Donc, l'un n'exclut pas l'autre et parfois, une maladie systémique n'est pas obligatoirement auto-immune. Pour les types d'auto-immunité qu'on a, donc on a 2 types d'auto-immunité. Donc on a une auto-immunité physiologique, donc qui est là, physiologiquement pour notre bien, pour réguler finalement et induire l'intolérance du soi. Et on a aussi une auto-immunité pathologique et donc c'est là quand la barrière elle est brisée, quand finalement le corps il n'arrive plus à reconnaître le soi, bah, c'est là où on va commencer à avoir vraiment les maladies auto-immunes et l'auto-agressivité. Donc le lupus érythémateux systémique, j'essaie vraiment de faire court parce que finalement, c'est une maladie très complexe. Donc c'est une maladie qui peut tout donner. On l'appelle un peu donc la maladie à 1000 faces parce que c'est vrai qu'elle peut toucher tous les organes possibles et imaginables. Et puis une chose très importante, c'était que finalement le lupus de l'enfant, plein de gens ne savent pas, surtout en milieu adulte, que finalement ça n'existe pas, enfin que ça existe chez les enfants. Et c'est une maladie qui bel et bien existe chez l'enfant et puis au fait, c'est une maladie qui est d'ailleurs plus sévère chez l'enfant par rapport à l'adulte. Elle est beaucoup plus agressive chez l'enfant par rapport à l'adulte. C'est une maladie qui est systémique, c'est une maladie auto-immune inflammatoire chronique et puis, elle se développe donc avant l'âge de 18 ans. Par rapport à la population pédiatrique, une chose très importante, c'est l'hétérogénéité donc de la clinique du lupus érythémateux systémique. Donc on peut avoir un lupus érythémateux avec vraiment juste quelques cytopénies, un enfant qui va parfaitement bien, jusqu'à un lupus érythémateux systémique qui va vraiment induire donc des dysfonctions d'organes avec une maladie qui peut, dans certains cas, engager le pronostic vital. Ce qui est très, très compliqué pour cette maladie, surtout pour la famille et l'enfant quand il grandit, c'est vraiment l'évolution imprévisible du lupus. Donc c'est une maladie qui évolue malheureusement par poussée. La chose rassurante pour nos enfants, c'est que les traitements évoluent de plus en plus et puis il y a vraiment un panel thérapeutique qui est assez large pour le moment si on compare à 10 ans en arrière. Donc l'épidémiologie du lupus, les adultes donc pour, leur série, ils décrivent quand même qu'il y a 20 des lupus adultes qui ont commencé à l'âge pédiatrique, donc avant les 18 ans. On pense en effet que c'est une maladie rare, probablement sous-diagnostiquée en pédiatrie et puis l'incidence, elle dépend beaucoup de l'origine ethnique du patient, donc elle peut aller de 0,3 à 2,5, par 100 000, enfants par année. Et puis, généralement, elle se développe plutôt chez une jeune fille vers l'âge de la puberté, 10-12 ans. Mais il faut vraiment, il faut pas que ça soit une limite si on a des signes cliniques qui se développent chez un enfant, par exemple, de 7 ans. Le lupus chez l'enfant, ça peut commencer à n'importe quel âge et puis il y a vraiment des formes pédiatriques très rares, qui orientent vers les lupus d'origine monogénique et donc c'est des formes qui commenceraient avant 5 ans, on va en parler après. Par rapport au sexe ratio, donc c'est clairement plus fréquent chez les filles, donc ça voilà, c'est entre 1/5 à 1/9, filles garçons par rapport à filles. Mais la forme du lupus pédiatrique chez le garçon peut être beaucoup plus sévère que chez la fille. Donc au niveau de la physiopathologie, elle reste complexe, donc on va vraiment pas la détailler, mais en gros, il y a vraiment plein de facteurs, donc soit de l'environnement, soit des facteurs épigénétiques qui, associés à des facteurs génétiques, ils vont intervenir et puis finalement, ils vont induire cette, mauvaise donc tolérance du soi et donc ils vont rompre cette tolérance du soi, développement d'anticorps, puis finalement, il y aura donc le développement de la maladie. Une des choses qui est de plus en plus démontrée, c'est vraiment l'origine donc génétique du lupus, donc c'est vraiment les facteurs génétiques en lien avec cette maladie. Ça ne veut pas dire que tout lupus ait une, origine génétique, mais ça veut dire que on voit clairement donc dans les familles où il y a une fratrie donc qui, de jumeaux, on peut voir que finalement le risque il est beaucoup plus important donc chez les jumeaux monozygotes. On peut aussi voir que le risque d'avoir un lupus, il est 8 à 20 fois plus important par rapport à la population générale si on a un frère ou une sœur qui a un lupus érythémateux systémique. Et puis là, récemment, sur les 10-15 dernières années, il y a vraiment plein de mutations et de variants génétiques qui sont décrits comme étant associés au lupus érythémateux systémique. Associé à ça, il y a vraiment des formes décrites d'origine génétique, donc ça serait vraiment des mutations connues
qui vont donner des lupus monogéniques chez l'enfant et c'est ces formes-là qui se développent de plus en plus sur ces dernières années. Actuellement, on est à plus de 30 gènes décrits alors que c'était vraiment moins que 10, il y a quelques années. Par rapport au diagnostic, le diagnostic, il reste très complexe et puis ça représente vraiment un challenge pour un pédiatre généraliste et aussi pour un spécialiste. Pour, une raison, c'est que le tableau clinique peut être très variable et le phénotype peut être très hétérogène. Donc il faut exclure absolument les diagnostics différentiels, donc qui est, en premier lieu infectieux et hémato-onco. Et puis une fois qu'on a fait ça, donc c'est vraiment un ensemble d'arguments cliniques et biologiques qu'on va mettre un peu ensemble pour finalement retenir un lupus érythémateux systémique chez l'enfant. Une chose importante, ça reste vraiment la biopsie. Donc, c'est soit la biopsie rénale en cas d'atteinte rénale, une biopsie cutanée en cas d'atteinte cutanée. Et puis, les ANA, c'est vrai que c'est un des anticorps très importants dans le lupus, mais ça reste des anticorps pas spécifiques parce que malheureusement, ils peuvent être présents dans la population générale. Donc, pour nous aider un peu à finalement trouver le bon diagnostic et s'orienter vers un lupus systémique chez l'enfant, on va s'aider un peu des critères de classification et donc c'est vraiment précisé que c'est des critères de classification et non pas des critères diagnostiques. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Avant, on avait plutôt les critères de SLIC 2012 qu'on utilisait beaucoup donc pour classifier le lupus. On les utilise encore aujourd'hui s'il y a vraiment un tableau qui est pas tout à fait clair. Donc finalement, c'est des critères cliniques et immunologiques. Il faut avoir 2 de chaque partie, enfin 4 en tout et puis un de chaque catégorie et si on a 4 critères, donc à ce moment, on peut en effet suspecter, voire retenir un lupus érythémateux systémique. Actuellement, les critères qui sont plutôt utilisés, c'est les critères ELAR, ACR, donc qui ont été développés en 2019. C'est des critères qui ont été aussi donc validés pour la population pédiatrique, donc avec des études qui ont montré leur validation. Et donc, il faut en gros avoir les anticorps antinucléaires qui sont positifs et puis par la suite avoir 9 points, plus que 10 points pour retenir un lupus érythémateux systémique. Et on voit ici donc qu'il détaille les manifestations cliniques avec les cytopénies, les manifestations neurologiques qui prennent beaucoup de place sur cette classification et puis les anomalies immunologiques. Donc, par rapport au tableau clinique du lupus, donc il y a l'atteinte cutanée qui est présente chez 70 des patients. Donc là, il y a vraiment l'érythème alaire qui est assez typique du lupus. Donc ça, c'est une des manifestations les plus courantes. Après, le lupus érythémateux, il peut vraiment donner toutes sortes de manifestations cutanées. Donc vraiment, ça peut être des papules, ça peut être une photosensibilité, ça peut être un rhino, ça peut être un syndrome vasculitique, ça peut être vraiment un lupus discoïde. Là, je vous ai mis un peu quelques photos de lupus pour les avoir un peu en tête. Mais donc, l'atteinte cutanée dans le lupus, elle est très, très hétérogène et très variable. Au niveau de la sévérité aussi, ça peut être très variable d'une personne à une autre. Donc là, on voit que ça peut toucher les extrémités, ça peut être des lésions très importantes, très inflammatoires, comme ça peut être plutôt des lésions plutôt chroniques non inflammatoires. Et puis, on peut avoir les ulcérations au niveau des muqueuses. Une des ulcérations très, très typiques du lupus, donc une fois, si on la voit chez une jeune fille, ça fait très penser beaucoup à un lupus systémique. C'est l'ulcération au niveau du palais dur chez les jeunes filles, comme vous voyez la dame, ici. Donc ça, par rapport aux atteintes cutanées. Et puis après, l'autre atteinte qui est importante et qui, pour nous, elle est essentielle à prévenir en tant que pédiatre et rhumatologue pédiatre, c'est vraiment l'atteinte cutanée. Au fait, elle peut être présente chez 30 à 80 des enfants en pédiatrie. La néphrite lupique, donc selon les études, ça peut vraiment toucher jusqu'à 80 des patients atteints de lupus systémique. Et puis, généralement, on la trouve déjà présente chez un quart à 50 des enfants. Et puis, il y a 25 des enfants qui vont la développer après. Et c'est là où on voit vraiment le rôle donc nous, pédiatres et rhumatologues pédiatres, finalement, à prévenir cette atteinte. Parce que contrairement aux adultes qui ont vraiment une atteinte rénale généralement plus fréquente, ben nous, si on arrive à vraiment faire le diagnostic précoce et puis vraiment traiter l'enfant, le but, c'est vraiment de traiter finalement ce lupus pour éviter de développer une atteinte rénale. Pourquoi il faut éviter de la développer? Parce que finalement, il y a vraiment 20 des enfants qui vont passer à une insuffisance rénale terminale, ce qui peut être, voilà, très, très, très embêtant. Et puis au niveau de la clinique, donc c'est une atteinte qui reste complètement insidieuse. Par contre, le dépistage, il est vraiment simple. Donc c'est vraiment la bandelette urinaire qui va permettre de dépister une éventuelle atteinte lupique. Donc vraiment en rhumatologie, on a la main très, très facile, pour les bandelettes urinaires. On les fait vraiment à chaque contrôle et puis donc ça fait un dépistage et dès qu'il y a le moindre signe à type d'hématurie, protéinurie
ou autre comme une hypertension, bah, à ce moment, on suspecte l'atteinte rénale et puis, on va de l'avant pour la confirmer. Après, il y a l'atteinte hématologique. Donc l'atteinte hématologique, elle est aussi très présente pour la population pédiatrique, donc ça peut toucher jusqu'à 70 des enfants. Donc c'est plutôt des cytopénies auto-immunes. Donc il y a l'anémie hémolytique avec un compte généralement positif, il y a la leucopénie, la lymphopénie et la thrombopénie. Et puis il y a aussi les atteintes vasculaires à type de thrombose qui peuvent faire partie donc des manifestations hématologiques du lupus. Une des choses importantes en pédiatrie, c'est vraiment le PTI, donc comme a évoqué ma collègue tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'un PTI chez une jeune fille ou un jeune garçon après 8 ans qui est récidivant ou résistant ou chronique, le lupus érythémateux systémique doit absolument rentrer dans le diagnostic différentiel et donc là, il faut vraiment avoir la main facile sur le bilan immunologique avec les ANA et les urines pour exclure un début de lupus. Et puis, j'étais contente tout à l'heure d'entendre effectivement qu'en cas de thrombopénie avec, des ANA positifs, le Plaquenil, il peut mettre rapidement en place et ça, c'est quelque chose qui va vraiment dans ce sens. Après l'autre, complication majeure, c'est le syndrome d'activation macrophagique, donc qui lui on va en parler après, on va le détailler un peu. Par rapport à l'atteinte articulaire, donc l'atteinte articulaire dans le lupus, donc elle est certes présente, donc elle représente 60 à 60 des enfants. Par contre, c'est pas non plus une atteinte qui est sévère, contrairement à l'arthrite juvénile type polyarticulaire, par exemple. Donc le lupus, il peut donner des arthralgies, il peut donner des raideurs matinales, il peut donner une polyarthrite qui touche plutôt les mains, mais c'est vraiment une forme qui est non érosive. Donc d'un point de vue sévérité, c'est pas du tout l'atteinte qui va nous inquiéter ou qui va vraiment, changer un éventuel traitement s'il y a une atteinte d'organes. L'évolution, elle est plutôt bonne de l'atteinte articulaire, donc ça peut répondre soit au Plaquenil tout seul ou parfois on met en place le méthotrexate. Une des manifestations, assez présentes et puis, très importantes en pédiatrie, c'est l'atteinte neuropsychiatrique. En fait, c'est une atteinte qui est souvent, très, très souvent sous-diagnostiquée. Donc vraiment, on voit que ça peut toucher jusqu'à 46 des enfants et on pense même que ce chiffre, il risque d'être sous-diagnostiqué, sous-estimé. Parce qu'en fait, l'atteinte neuropsychiatrique, comme vous voyez, ça peut vraiment plutôt tout donner. Donc, ça peut être une atteinte du système nerveux central, ça peut être une atteinte du système nerveux périphérique. Et puis surtout, une des choses qui est très connue en pédiatrie, c'est ça peut être tout ce qui est troubles anxieux et puis troubles de l'humeur. Chose qu'on voit très très souvent malheureusement avec les enfants qui ont des maladies chroniques. Donc, je pense que voilà, si vous avez un enfant avec une maladie chronique, il sera rapidement avec une humeur variable ou dépressive avec des troubles anxieux. Et puis, en fait, c'est un grand, grand défi de finalement dire est-ce que c'est une atteinte neuropsychiatrique ou pas dans le cadre de lupus. Et là, voilà, il faut vraiment aller vers des spécialistes pour investiguer cette manifestation. Donc, voilà, pour conclure, c'est vraiment le lupus qui a 1000 faces, donc ça peut tout donner. Les investigations en cas de suspicion de lupus, donc ça reste vraiment donc la formule sanguine complète, la chimie, un bilan d'hémostase. On fait un bilan inflammatoire. Une des choses, typiques du lupus, c'est qu'on a souvent une VS élevée avec une hypergamma, mais la CRP, elle est rarement élevée. Donc si elle est élevée chez un lupique, c'est qu'il faut penser à une infection ou plutôt des sérosites. Et puis après, donc on fait le bilan rénal comme je disais, donc c'est vraiment une bandelette urinaire avec un sédiment et puis les rapports qu'il faut calculer. Bilan immunologique complet, donc on commence vraiment avec les anticorps antinucléaires, le complément et puis rechercher les antinucléosomes et les antinucléoprotéines. Et puis, les nouveautés qu'on a ces dernières années, c'est vraiment finalement pour les enfants, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent que le lupus chez l'enfant, ça fait vraiment une forme plutôt d'origine génétique. En fait, ils sont en train vraiment de pousser maintenant pour aller de l'avant vers la génétique si on a vraiment la moindre atypie ou un début avant les 10 ans. Et puis, un des marqueurs qui est aussi nouveau, qui reflète très, très bien l'activité de la maladie, c'est la signature interférent qui permet vraiment de suivre finalement l'évolution de la maladie et puis nous aider un peu dans la prise en charge thérapeutique et les espacements de traitement. Au niveau des anticorps, donc les anticorps sont très importants. Par contre, c'est absolument pas le seul argument sur lequel on va diagnostiquer un lupus. Donc là, on voit que les ANA, donc ils ont une sensibilité qui est assez importante. Par contre, la spécificité, elle est assez basse à 57. Contrairement aux antinucléosomes qui, eux, quand on les trouve, il faut vraiment être très vigilant. C'est probablement un lupus qui est développé ou qui va se développer. Donc, c'est plutôt les anti-ADN et les anti-SM. Alors, quelques particularités par rapport au lupus de l'enfant. Donc, c'est le lupus et syndrome d'activation macrophagique. Il faut vraiment faire attention au syndrome d'activation macrophagique qui peut, en fait, vraiment se manifester comme première manifestation pour un lupus érythémateux systémique. Donc, parfois, c'est vraiment, en fait, le tableau de SAM qui va finalement retrouver derrière un lupus qui n'est pas diagnostiqué. C'est une complication qu'on peut avoir chez 5 des patients avec lupus et puis elle est vraiment plutôt présente durant les 6 mois après le diagnostic.
La mortalité, elle peut être importante jusqu'à 10 et puis il faut vraiment rapidement le diagnostiquer pour le traiter parce qu'on a tout ce qu'il faut pour finalement contrôler un SAM une fois qu'il est diagnostiqué. Il y a aussi la particularité du lupus érythématosystémique avec le syndrome des anticorps antiphospholipides. C'est une chose aussi très importante à avoir en tête parce qu'il y a le risque de thrombose qui peut survenir. Donc, chez vraiment, on voit ici qu'ils mettent 70% des patients qui ont des anticorps antiphospholipides positifs avec un diagnostic de lupus. Donc, ils vont vraiment développer une thrombose dans les 20 ans qui suivent le diagnostic. Donc, raison pour laquelle on doit vraiment diagnostiquer un syndrome d'anticorps antiphospholipides pour finalement contrôler la maladie et discuter la mise en place ou pas de l'aspirine. La dernière particularité, c'est le lupus induit. C'est vraiment un piège qui peut vraiment nous piéger. Donc, le lupus induit, ça peut vraiment donner des tableaux de lupus typiques, voire même très, très sévères et puis, en fait, il faut juste y penser pour finalement l'exclure et traiter le lupus et moi, j'ai été vraiment témoin d'un lupus induit qui était complètement passé inaperçu puis finalement, l'enfant, il a été traité par plusieurs thérapies. Il y avait vraiment une optimisation du traitement et on n'arrivait pas du tout à contrôler la maladie et finalement, c'est vraiment après des mois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un traitement que la maman donnait qui finalement était clairement un induisant donc de lupus et finalement à l'arrêt de traitement, tout allait vers le mieux. La forme, de lupus monogénique, donc c'est la nouveauté des dernières années. Donc, le lupus monogénique, donc c'est un lupus qui serait vraiment d'origine génétique, comme je disais. Il est estimé actuellement à 4 des lupus, enfantins et puis, c'est un pourcentage qui sera vraiment à réévaluer parce que si on parle vraiment avec les spécialistes finalement de lupus monogénique, ils vont vraiment dire que, pour eux, ils pensent que 80 des enfants, si on leur fait les tests génétiques, ils auront des mutations assez pathologiques. Quand est-ce qu'il faut suspecter ce lupus monogénique? Il faut le suspecter vraiment quand il y a un début précoce, moins que 5 ans, quand il y a une consanguinité ou des antécédents de maladies auto-immunes dans la famille. Alors pourquoi finalement il faut le suspecter? Parce que le traitement, il peut être vraiment très différent d'un lupus systémique non génétique, parce que le lupus monogénique, il fait vraiment intervenir la voie d'interférone et donc il y a vraiment les JAK inhibiteurs qui prennent la première place pour ces lupus. Là, je vous ai mis quelques gènes donc, pour le lupus monogénique, mais je pense que la liste, elle sera encore plus large. Et puis, on vient ici au traitement. Donc, par rapport au traitement, la prise en charge, elle est vraiment multidisciplinaire. Donc, on a besoin vraiment d'être tous ensemble pour pouvoir traiter un patient avec un lupus. Donc, voilà, c'est un rhumatopédiatre, le pédiatre généraliste qui a une place essentielle, un infirmier pour vraiment faire l'éducation thérapeutique et accompagner la famille. Et puis après, les spécialistes, donc néphrologues, dermatologues, neurologues pour contrôler les manifestations autres. Au niveau, du traitement, il y a les mesures générales qui prennent toute leur importance, donc il faut vraiment avoir une bonne qualité de vie, un équilibre au niveau alimentaire, une activité physique assez régulière. Donc ça a été vraiment démontré que ça agit beaucoup sur l'activité de la maladie, donc et ça, c'est important de prendre en considération, surtout chez les enfants. Et puis, protection du soleil, vu le rôle clair des UV, pour l'activation de la maladie lupique. Par la suite, donc il y a le plaquenil et les corticoïdes qui ont un rôle essentiel pour tout patient lupique. Et puis, on passe après au traitement donc, comme le, mycophénolate, donc c'est le Cellcept qui a toute sa place actuellement ces dernières années, vu sa bonne tolérance et son effet positif pour le lupus et les agents biologiques aussi. Je vous ai mis ici les dernières recommandations EULAR, donc de 2023 qui changent un peu par rapport à ce qu'on avait à ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc sur ces dernières, recommandations, ce qui change beaucoup, c'est que finalement, on va rapidement commencer les biologiques par rapport à avant. Donc, ça a montré que finalement, on va utiliser beaucoup moins de cortisone chez les enfants. Donc, le but, c'est maintenant d'arrêter la cortisone à 3 mois, alors qu'avant, sur les anciennes recommandations, c'était vraiment 1 année avec de la corticothérapie en cas de lupus sévère ou de néphrite lupique. Et puis, l'autre chose, c'est vraiment l'utilisation assez rapide finalement du MMF avec un autre biologique si besoin. C'est la même chose pour la néphrite lupique, donc ça dépend de la sévérité, mais le principe, il est le même. Donc il faut attaquer vite, rapidement avec des traitements comme le Cellcept et les biologiques pour éviter une corticothérapie prolongée. Alors pour finir, donc le lupus de l'enfant, c'est vraiment une maladie différente de celle de l'adulte et je pense que c'est vraiment le message essentiel. Donc nous, on sait que l'enfant finalement, c'est pas du tout un petit adulte, contrairement à nos collègues adultes qui pensent ça. Donc le lupus chez l'enfant, c'est vraiment une maladie différente. C'est une maladie qui peut être vraiment plus sévère chez l'enfant
Les manifestations peuvent être différentes, donc c'est très hétérogène, le phénotype, il est vraiment variable. Par contre, au niveau du pronostic, donc c'est vraiment un pronostic qui peut être plus réservé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est souvent sous-diagnostiqué. La deuxième, c'est que finalement, il y a pas mal de médicaments au long cours, donc par rapport aux années. Donc c'est un peu une accumulation de médicaments avec les effets qui vont avec. Et puis malheureusement, il y a quand même le risque d'infection qui reste assez important. Donc le pronostic, il dépend vraiment d'un dépistage précoce et puis une prise en charge, rapide. Les causes de mortalité finalement, ça rejoint un peu les causes de mortalité chez les adultes, mais avec du coup un âge beaucoup plus précoce. Donc c'est les infections, l'atteinte rénale et puis les néoplasies avec les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, importance du prise en charge pluridisciplinaire et puis surtout le suivi au long cours. Donc ça, je pense que c'est assez clair pour un enfant avec un lupus, donc il va être vraiment suivi, pendant des années, à vie pour être sûr qu'il y a pas de récidive de sa maladie lupique. Voilà.